Alors, en 1759, Voltaire sort un conte philosophique qui va littéralement secouer tout le siècle des Lumières, Candide. Et attention, ce n'est pas juste une petite histoire d'aventure, pas du tout. C'est en fait une critique satirique, mais alors féroce, d'une idée qui était hyper populaire à l'époque. On va donc décortiquer ensemble comment Voltaire a manié l'humour et la tragédie pour démolir une philosophie bien particulière. Voilà, la grande question. Celle qui mettait le feu aux poudres chez tous les intellectuels européens du milieu du XVIIIe siècle. Vivons-nous dans le meilleur des mondes possibles? Ça a l'air simple comme ça, non? Eh bien, les réponses à cette question, elles vont déclencher une véritable guerre des idées, et vous vous doutez bien que Voltaire était en première ligne. Ok, pour vraiment piger d'où vient Candide, il faut qu'on se replonge un peu dans le contexte de l'époque. Parce que cette histoire, elle est née d'un véritable clash, un choc entre deux façons de voir le monde qui étaient totalement opposées. Alors, on a deux camps. D'un côté, il y a la philosophie de Leibniz, qui était super influente. Pour lui, le raisonnement est simple. Dieu est parfait, donc sa création, notre monde, doit être la meilleure version possible. Point. Tout ce qui arrive, même les pires catastrophes, a une raison suffisante. Tout fait partie d'un grand plan, une harmonie préétablie. Et de l'autre côté, eh bien, il y a Voltaire. Lui, il observe le monde et son scepticisme ne fait que grandir. Parce que pour Voltaire, cette philosophie de l'optimisme, c'est un peu dangereux. Ça pousse les gens à accepter les horreurs sans rien dire, à une sorte de fatalisme. Et attention, ce n'est pas juste une prise de tête de philosophe, non. Ce sont des événements bien réels qui vont convaincre Voltaire qu'il a raison. D'abord, il y a le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, une catastrophe monstrueuse qui rase une ville entière, tuant des dizaines de milliers de personnes. Ensuite, la guerre de 7 ans qui éclate, une boucherie sans nom à travers l'Europe. Et pour couronner le tout, la censure qui s'abat sur l'encyclopédie, le projet phare des Lumières. Face à un tel chaos, l'idée que tout ça fait partie d'un plan parfait, ça devient juste impossible à croire pour lui. Carrément absurde. Alors, comment Voltaire va-t-il répondre à tout ça? Pas avec un long essai philosophique, non. Il va faire bien plus malin, il va écrire une histoire. Il va prendre un héros complètement naïf et le jeter en pâture à toutes les horreurs possibles et imaginables. Le but? Tester cette fameuse philosophie de l'optimisme et la pousser jusqu'à l'absurde. Et voici nos sujets d'expérience. On a d'abord Candide. Rien que son nom, ça veut tout dire. Il est l'innocence incarnée, une vraie page blanche. Puis, il y a Cunégonde, son grand amour, l'idéal de beauté qu'il va poursuivre. Et surtout, il y a Pangloss, le tuteur. Alors lui, c'est la caricature parfaite de Leibniz. Il enseigne une pseudo-science au nom imprononçable, la métaphysico-théologo-cosmologie, et il passe son temps à répéter son mantra « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Et c'est parti pour le grand test. À peine Candide est-il chassé de son petit paradis qu'il est enrôlé de force dans l'armée. Bam, première claque, l'horreur de la guerre. Il débarque à Lisbonne, pile pour le tremblement de terre. Il y survit, mais c'est pour se faire torturer par l'Inquisition, pendant que son maître Pangloss, lui, est carrément pendu. Il fuit en Amérique, trouve l'Eldorado, un pays utopique, mais le quitte pour retrouver Cunégonde. Bref, son voyage est une succession non-stop de catastrophes. Chaque nouvelle étape est un chaos pour la philosophie de Pangloss. Ce voyage, ce n'est pas juste une suite de péripéties, c'est aussi et surtout un voyage philosophique. Candide va se retrouver au milieu d'un véritable combat d'idées. D'un côté, on retrouve notre Pangloss. Et accrochez-vous bien parce que, même après avoir été pendu, disséqué et envoyé ramer sur les galères, il continue de dire que tout va bien. C'est l'optimisme poussé à son comble jusqu'à l'absurde. Et de l'autre, Candide fait la connaissance de Martin. Lui, c'est tout l'inverse, un pessimiste pur et dur. Pour Martin, pas la peine de chercher, le monde est pourri, l'homme est fait pour souffrir et le mal domine. Point final. Le pauvre Candide se retrouve donc coincé entre ces deux visions extrêmes. Et puis, il y a la scène qui change tout, le tournant du livre. À Suriname, Candide tombe sur un esclave. Il lui manque une main et une jambe. Candide, encore un peu naïf, lui demande ce qui s'est passé. Et la réponse de l'esclave est un coup de poignard. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Là, d'un coup, le mal n'est plus une idée abstraite ou une catastrophe qu'on ne contrôle pas. Non, c'est le résultat direct, concret de la cruauté des hommes. Et pour la première fois, l'optimisme de Candide se brise en 1000 morceaux face à la réalité brute. Après tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a enduré, Candide n'est plus du tout le jeune homme naïf du départ. Il a mûri. Et il est maintenant prêt à se forger sa propre opinion sur toutes ces grandes théories. Le verdict est sans appel. L'expérience a parlé. Les preuves sont là, écrasantes, après ce voyage infernal. Ce monde est rempli de souffrances, de guerres, de cupidité. Alors non, il ne peut plus accepter l'idée que tout est bien, c'est fini. La doctrine de Pangloss ne tient plus la route. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il bascule dans le pessimisme total de Martin.
Parce qu'au fond, à quoi ça sert de se contenter de dire que tout va mal? Le désespoir absolu de Martin, c'est une impasse, c'est improductif. Finalement, c'est juste une autre façon d'être passif, tout comme l'optimisme aveugle de Pangloss. Alors que faire si les grandes théories philosophiques ne servent à rien, s'il faut rejeter et l'optimisme béat et le pessimisme paralysant? Quelle est la solution? Eh bien, Voltaire nous la donne dans la conclusion devenue mythique de son conte. À la toute fin du livre, Pangloss n'a toujours pas compris. Il se lance dans un dernier grand discours pour essayer de prouver par A plus B que toutes les horreurs qu'ils ont vécues étaient en fait nécessaires pour qu'ils puissent se retrouver là à manger des pistaches. C'est à ce moment-là que Candide l'interrompt avec cette phrase devenue culte « Cela est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin ». Fin du blabla philosophique, place à l'action. Et cette petite phrase, c'est bien plus qu'une simple réplique. C'est une philosophie de vie. Cultiver notre jardin, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire arrêtons de nous prendre la tête avec de spéculations sans fin. Concentrons-nous sur ce qu'on peut faire, là, maintenant. Sur le travail pratique, utile. Sur l'amélioration de notre environnement immédiat. Le sens, on ne le trouve pas dans les grandes idées abstraites, mais dans l'action, le concret. Le génie de Voltaire, c'est que cette idée est tout de suite mise en pratique. Dans leur petite communauté, leur métairie, tout le monde s'y met. Cunégonde, qui n'est plus la belle jeune fille du début, devient une super pâtissière. Paquette se met à la broderie. Chacun trouve un rôle, une utilité. Et comme le résume un sage vieilleur qu'il croise, le travail, ça permet d'échapper à 3 fléaux, l'ennui, le vice et le besoin. C'est un bonheur simple, modeste, oui, mais il est bien réel, parce qu'ils l'ont construit eux-mêmes. Au final, Candide, c'est beaucoup plus qu'une histoire drôle et tragique. C'est un argument incroyablement puissant pour l'action humaine. Face au désordre du monde, face à des philosophies qui ne répondent à rien, la proposition de Voltaire est simple, mais révolutionnaire. Une solution à notre échelle, l'action. Et ce qui est fou, c'est que cette conclusion, écrite il y a plus de 250 ans, n'a pas pris une ride. Elle est d'une pertinence incroyable. Et elle nous laisse avec cette question fondamentale, dans notre monde qui est tout aussi chaotique, que peut bien vouloir dire aujourd'hui cultiver son jardin?